On vend entre 200 et 300 produits par jour dans 10 marketplaces dans le monde. 3 ans plus tard, Amazon FBA, ça doit être aux alentours de 5000. Pour 1 euro de chiffre d'affaires généré en France, tu vas faire en moyenne 2,50 € en Allemagne, 2,50 également. Et à l'inverse, Amazon KDP, ça doit être près de 100 000. On est sur une qualité de visuel quand même assez pauvre. Bonjour à tous et bonjour Hubert. Bonjour. Très content de t'avoir aujourd'hui. Pareil. J'ai envie de commencer d'emblée dans le vif du sujet. En faisant mes recherches pour préparer ce podcast, j'ai souvent vu l'idée que Amazon en 2026, pour une marque e-commerce from scratch, c'était très compliqué. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Écoute, je te réponds que oui, c'est compliqué. Ouais. Le game a changé. Néanmoins, il y a encore de la place pour faire des belles choses sur Amazon. On parle du plus gros acteur e-commerce France et monde. Ouais. Donc, le game a changé, la copie a changé. Mais il y a encore plein de belles opportunités pour se lancer sur Amazon aujourd'hui. Et toi, ça fait pas quelques semaines que tu es dedans, puisque je crois savoir que tu as d'abord lancé avec succès une marque dessus. Est-ce que tu te rappelles à ce sujet, à quel moment, pour la première fois, tu as publié un produit sur Amazon ? Yes, je me rappelle très très bien. On est en plein Covid et moi je cherche à me renouveler. En fait, j'ai une marque, comme tu le sais, d'accessoires de mode Yes. que je vends beaucoup sur un modèle retail. Commerce non essentiel, avec le Covid, tous ces commerces ferment. Et donc moi je cherche des façons de me renouveler. Et donc c'est là que je décide de me lancer sur Amazon sous un autre nom. Et on se met tout de suite à vendre. Ça prend tout de suite sur Amazon. Je crois que les premiers jours, on était rapidement à 10, 15, 20 ventes par jour. C'était assez hallucinant, quoi. Ouais, d'accord. Donc, hiver 2020. Pourquoi tu choisis de te lancer sur un autre nom ? Écoute, c'est très simple. Hein. Moi, si tu veux, j'ai des frais fixes pour le fonctionnement de ma structure qui sont conséquents. Je cherche une façon de me renouveler et de donner un second souffle à la boîte pour assumer ces frais fixes. Et donc, du coup, pour moi, c'est une évidence. Donc, je ne veux pas me lancer sous ma marque sur Amazon avec ma marque historique. Donc, je crée une sous-marque de ma marque qui va être dédiée Marketplace. Okay. Voilà. Et c'est parce qu'il y a un peu cette peur de la cannibalisation entre les clients de ta marque historique qui pourraient ensuite faire leur marché simplement sur Amazon. Et sur Amazon, tu as peut-être un peu moins de marge pour toi, c'est ça ? Alors, il y a un peu de ça. Ouais. La vraie raison à l'époque, c'est que moi, je vends beaucoup ma marque dans tout ce qui est concept store, boutique de cadeaux, déco. Ouais. On est au Galeries Lafayette, au printemps, tu vois, des boutiques assez prestigieuses. Ouais. Et donc, du coup, ça ne matche pas, quoi. Il y a encore un décalage, si tu veux, à l'époque, Amazon. Ouais. Et encore, il y a 5 ans, bon, il y a déjà du monde. Mais et encore à ses débuts, encore une image quand même assez cheap. Tu vois. Donc, il y a un décalage. Donc, moi, je me dis, voilà, faut que je vais me lancer sur Amazon. On va travailler les mêmes produits. On a, si tu veux, les connaissances, sourcing qu'il faut pour performer. Néanmoins, voilà, on va le faire sous un autre nom. Ouais, ok. Et ça prend assez rapidement, il me semble, hein, très vite. Quand même, ouais. Il y a tout de suite un engouement qui est assez flagrant autour de la marque et qui est cool, nous, qu'on apprécie. Ouais. Et puis rapidement, si tu veux, on arrive à comprendre comment faire partie des bons élèves, entre guillemets, des marques qui performent sur Amazon. On y reviendra, je suis sûr, un peu plus tard dans le podcast, mais l'idée, c'est qu'on comprend rapidement comment ça marche. Et on applique tout ça à notre marque et on fait des chiffres qui sont rapidement assez cool. Ouais. Et tu as été accompagné pour ça par des gars d'Amazon, des account managers Amazon, ou non, finalement, c'est toi en testant, en essayant ? Alors, il y a eu beaucoup de tests, puisqu'il n'y a que comme ça, je pense, que tu apprends quand tu es dans le vif du sujet, à tester, à te tromper, etc. Ouais. Mais effectivement, on s'est fait accompagner par 2 freelances à l'époque qui maîtrisaient bien la marketplace. C'est quand même un outil assez technique. Donc, moi, je voulais être sûr de faire ça bien dès le départ. Donc, on s'est fait accompagner par 2 personnes. Ok. Et concernant ta marque, est-ce que tu peux nous partager peut-être le nom de ta marque, peut-être des chiffres, bien sûr, des choses dessus ? Écoute, moi, la marque s'appelle Pierrot, donc comme Pierre, PIE2ROT. Donc, on est spécialisé dans l'accessoire de mode qu'on fabrique en France, l'accessoire qui tient le pantalon notamment. Ouais. Donc, on est très fort sur tout ce qui est bretelles et ceinture également. On a étendu notre gamme à tout ce qui est accessoires de mode pour hommes, toujours fabriqué en France, donc tout ce qui est bonnet, écharpe. On va faire de la casquette plate, de la sacoche, tu vois. Donc, on est vraiment spécialisé sur l'homme et sur l'accessoire. Moi, j'ai essayé de rester sur un concept, si tu veux, de compact, léger, non cassable, sans problème de taille et en dessous de 50 €.
Voilà, avec une image de marque qui est forte, qui est bien présente. Et écoute, les chiffres, c'est très simple. On vend entre 200 et 300 produits par jour dans 10 marketplaces dans le monde. Donc, écoute, c'est... Donc, 10 marketplaces, c'est-à-dire sur Amazon et sur 10 pays? Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Quand on dit marketplace, c'est Amazon.it, Amazon.es. Voilà, donc c'est les différentes marketplaces d'Amazon dans le monde. Et ouais, ce qui était, si tu veux, un projet un peu tampon à l'époque pour amortir des frais fixes, pour moi, payer des frais fixes que j'avais, est devenu un vrai projet de développement, quoi. Ouais. Aujourd'hui, Amazon, c'est plus de 70% du CA de la boîte, quoi. Donc, c'est devenu un vrai axe de développement et super content d'avancer sur cet outil que moi, je trouve fascinant, quoi. Ok. Si bien même qu'aujourd'hui, ça fait peut-être même 3 ans qu'avec Tim, qui n'est pas là aujourd'hui, vous accompagnez les marques sur Amazon avec WeLift. On peut le voir à l'écran. Yes. Ben ouais, comment te dire, écoute, WeLift est né forcément du coup de notre succès sur Amazon via Pyro. Et on s'est dit, voilà, le game, on l'a capté. Pourquoi on ne reprendrait pas les ingrédients qui ont fait le succès de notre marque et on ne les appliquerait pas à d'autres marques à fort potentiel? Alors, on y reviendra un peu plus tard, mais voilà, nous, on est très attentifs aux marques accompagnées parce qu'on se réunit essentiellement à la commission. Ouais. On est une petite équipe, tu vois, de 8, bientôt 10 personnes, donc on grandit bien. Et on accompagne 45 ou 50 marques aujourd'hui, donc cool. Ouais. Et tu sais, nous aussi, on fait de la prestation. Et c'est vrai que je suis assez impressionné par ton modèle économique parce que, évidemment, pour moi, c'est top d'arriver à se rémunérer sur la performance. Mais dans les faits, comment tu fais pour que ça marche? Moi, de l'extérieur, j'aurais trop peur un peu de l'usine à gaz en me disant, putain, on va pas être clair sur ce qu'on va gagner, sur ce que le client va dépenser. Toi, c'est quoi un peu le secret pour que ça fonctionne au bout de 3 ans, toujours, ce modèle économique? Moi, écoute, le secret, c'est un casting qui est rude à l'entrée, quoi. Ouais. Faut vraiment, nous, on est très attentifs aux marques qu'on accompagne, puisque, comme tu le dis justement, on se rémunère essentiellement à la commission. Donc, on a quand même un fee fixe mensuel maintenant qui permet de filtrer à l'entrée, voir si le mec en face est vraiment motivé pour avancer sur le projet. Mais nous, on va, si tu veux, les efforts générés au niveau de l'équipe et puis moi en tant qu'employeur au niveau masse salariale pour accompagner, si tu veux, déployer une marque et propulser une marque à l'entrée sont conséquents. Donc c'est pas le frais fixe, si tu veux, qui nous rémunère. C'est vraiment le pari qu'on fait sur la marque à générer du cash à l'avenir, quoi. Donc voilà, on est très attentif, pour revenir sur ta question, à des piliers qui me semblent moi clés. Donc la qualité du produit qui va être absolument très importante dans l'aventure Amazon. On va être attentif au positionnement prix et également à la qualité du branding. Voilà. Donc branding, prix, qualité du produit, c'est vraiment pour moi les 3 piliers. Si tu es fragile sur un des piliers, ça va pêcher quelque part et ça va pas marcher, quoi. Donc nous, on est très regardant là-dessus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé peut-être de prendre un mauvais client, un client avec lequel tu as perdu de l'argent, ou peut-être même de refuser quelqu'un assez tard dans le process parce que tu as compris que ça n'allait pas le faire, cet accompagnement avec lui? Écoute, bien sûr, ça fait partie des débuts d'une boîte. On était à nos balbutiements et puis tu as toujours des personnages un peu qui t'appellent, qui ont toutes sortes de projets très farfelus. Dis-toi qu'en plus, à l'époque, on n'avait même pas le fee fixe. On était vraiment sur un full com. Et c'était notre argument différenciant. On gagne si vous gagnez. Donc, on a eu pas mal de types, avec de porteurs de projets, avec des projets parfois un peu bancals. Donc, il a fallu... ça fait partie de l'évolution d'une boîte. Au début, tu te trompes. Ça fait partie du jeu. Ensuite, tu affûtes ton modèle. Tu réajustes et puis tu te trompes de moins en moins puisque ton intuition, ça file. Et tu vois, moi, tu le sais, je connais un peu ce marché parce qu'on vous accompagne sur les Google Ads. Et donc, j'ai quelques volumes de recherche en tête. Et ce qui me choque, c'est que sur les 3 dernières années, tu as le terme de recherche Amazon KDP qui était peut-être à 20 000 recherches en France par mois et que tu avais celui de Amazon FBA qui était aussi à 20 000. 3 ans plus tard, Amazon FBA, ça doit être aux alentours de 5 000. Et à l'inverse, Amazon KDP, ça doit être près de 100 000. Alors, Amazon KDP, on peut le comprendre parce que tu peux avoir des gens qui rêvent d'écrire un livre, qui se servent de ChatGPT peut-être ou de tous les outils d'IA pour se lancer. Mais ce que je vois, c'est que tu as aussi beaucoup moins de personnes qui se lancent sur du Amazon FBA, enfin du moins qui s'intéressent à ce modèle-là. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que tu as un peu moins de touristes qui sont intéressés par Amazon maintenant? Est-ce que sur 3 ans, tu as vu un peu moins de touristes, toi, dans les leads qui t'appellent? Alors, peut-être qu'on a affûté aussi nos campagnes d'acquisition. On s'est positionné avec le temps sur les bons mots-clés grâce à ton job.
Mais non, effectivement, je pense qu'il y a une espèce de ruée vers l'or. Quand Amazon a buzzé, ça fait 5-6 ans qu'on entend beaucoup parler d'Amazon, sur YouTube notamment, avec des belles success stories. Donc forcément, il y a pas mal de gourmands, et c'est bien normal, comme moi j'ai pu l'être, qui veulent se placer. Après, non, j'ai toujours encore aujourd'hui quelques demandes un peu farfelues, un peu bancales. Écoute, c'est à nous à filtrer tout ça et à être au plus juste dans les partenaires qu'on va accompagner, quoi. Ok. Et si aujourd'hui, tu te remettais à devoir lancer une marque dans les mêmes conditions un peu qu'à l'époque, tu lances Pierrot, est-ce qu'il y a des choses que tu fais différemment aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que je ferais différemment? Écoute, moi, Pierrot coulait de source parce que j'avais une expertise produit de par ma marque précédente, Vertical Accessoires, que je vendais, comme je te le disais, sur un modèle retail. Je pense que c'est important d'avoir quand même une certaine expertise, tu vois, sur un produit donné, peut-être un marché donné. Donc, ça va être des atouts forts dans ton aventure Amazon. Après, aujourd'hui, il y a toutes sortes d'outils qui te permettent de bien identifier un besoin et de te lancer. C'est jamais serein parce que c'est toujours un parcours semé d'embûches, mais avec on va dire, le moins d'imprévus possible. Voilà. Alors, tu parles d'outils. Tu as un outil que tu apprécies en particulier? Écoute, ouais, il y a un outil notamment là qui me vient en tête, qu'on a beaucoup utilisé au départ, qui s'appelle Helium 10. C'est une boîte américaine. Je crois que tu es sur un membership d'environ 100 € par mois. D'accord. Et voilà, c'est un outil qui paraît, moi, indispensable. Qui peut paraître un peu onéreux, tu vois, pour une boîte un doute qui se lance. Néanmoins, voilà, c'est un outil indispensable pour bien calibrer le marché. Qui va te faire tes volumes de requêtes sur Amazon, c'est ça? Ouais, voilà. Si tu veux, il va te renseigner sur les CA réalisés par tes concurrents sur une niche de produits donnés. Donc, c'est un outil qu'il faut avoir. Ok. Pour revenir sur ta question précédente, moi, j'ai toujours été un partisan du produit compact, léger, non cassable, sans problème de taille, en dessous de 50 €. Et si tu veux avoir en plus, une espèce de dimension consommable, c'est-à-dire que tu vas en acheter 3, 4, 5 fois dans l'année, c'est top. Voilà. Donc, on essaye de se focusser sur des produits comme ça. Si je devais relancer une marque, j'essaie de me concentrer sur des produits comme ça. Néanmoins, voilà, il y a tout plein de vendeurs qui font du cash sur toutes sortes de produits, qui vendent des machines à laver. Il y a plus trop de règles, mais je trouve qu'en termes de gestion et de capacité, de facilité à propulser une marque, dans les marques qu'on accompagne aujourd'hui au niveau de l'agence, les critères communs sont ceux-là. Je voyais, moi, qui est rentré, on ne travaille pas encore avec, mais du moins un lead qu'on a reçu sur une boutique e-commerce, textile féminin, taux de retour 18%. C'est vrai que ça te fatigue, quoi, si tu as ça à supporter. 18%, quand tu sais que tu as une marge sur Amazon quand même à 20-25 points. Tu as 18% de taux de retour, c'est-à-dire que tu dois payer la remise en stock par Amazon. Voilà, c'est des produits très compliqués, à taille, en plus très sujets à des mauvais avis, puisque une fringue, elle va peut-être aller sur quelqu'un, beaucoup moins sur un autre. Donc, c'est un avis qui est très, très subjectif. Donc, c'est des niches de produits sur lesquels on évite d'aller. Et qu'est-ce que tu penses du programme Amazon Vine? Je ne sais pas si on dit comme ça, c'est pour acquérir un peu les avis. Est-ce que c'est forcément un prérequis ou tu peux t'en sortir sans envoyer ton produit à des testeurs pour récupérer un peu tes bonnes notes? Incontournable. Tu vas beaucoup de vendeurs qui te disent j'ai appelé 10 potes pour laisser un avis, acheter le produit, laisser un avis. Grave erreur. Aujourd'hui, Amazon est très attentif aux avis laissés. Il y a une espèce de chasse aux sorcières sur les faux avis. Tu peux vite être classé comme vendeur fraudeur. Et donc, du coup, ne plus avoir le droit de vendre. Tu vois, donc... Non, Amazon Vine, double tranchant, puisque tu payes, c'est un programme qui coûte, il me semble, 200 € par asine par an. Donc, l'asine par an, c'est, par exemple, je sais pas, tu vends des tongs, tu vas avoir la même tong développée en plusieurs tailles, plusieurs couleurs. Donc, ça, c'est l'asine par an. Et donc, si tu veux, pour 200 €, tu vas décider de donner entre 1 et 30 produits. Voilà. Donc, tu vas avoir, si tu donnes 30 produits, tu vas avoir 30 avis. Si tu en donnes un, tu vas avoir un avis. Et forcément positif ou non? Là aussi, c'est selon ton produit. C'est le rôle du testeur, c'est son job. Il reçoit le produit, il n'est pas obligé de te laisser un avis positif. Donc, c'est vrai que ça fait un peu mal au bide parfois de donner 200 balles, donner un produit, puis prendre derrière une étoile. C'est vrai que c'est un peu le revers de la médaille, mais écoute, moi, c'est la solution la plus
la plus viable et plus saine pour avoir les premiers avis. Parce que si tu n'as pas d'avis, tu ne vendras pas. Donc, il te faut les avis. En tout cas, je le confirme, je me rappelle pour des potes avoir réussi à laisser des avis, même sans payer, parfois vers 2016. Et pour avoir essayé en 2020-2021, mon avis n'est jamais passé, etc. Et je pense que c'est plutôt le pote qui a eu des soucis. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a mal vécu, je pense, les années. Il avait un produit, tu sais, des câbles électriques. Et finalement, il vendait presque à perte parce qu'il se retrouvait à payer peut-être un moment le dépôt. Enfin, il y a eu des frais qui ont augmenté. J'ai plus très bien ça en tête. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu aussi arriver au fil du temps, des marges qui se réduisent un peu comme peau de chagrin sur Amazon? C'est que tu me mentionnes ton ami qui est sur du câble, qui l'importait très certainement d'Asie. Ouais, tout à fait. Et c'était du MBA. C'est des secteurs, des niches ultra concurrentielles avec des gros acteurs, souvent chinois, directement fabricants, donc du coup qui vont faire plus de marge. Et c'est pour moi des niches produits qui sont extrêmement compliqués, quoi. Donc à moins d'être là en premier et on bénéficie un peu d'espèce de ranking organique parce que tu étais dans les premiers arrivés, c'est très compliqué. Pour revenir sur ta question sur la marge, et effectivement, Amazon augmente régulièrement les frais de service. Tu vois, les frais de livraison là, ont fortement augmenté de par la hausse des prix de l'essence. Donc, c'est répercuté directement sur la marge des vendeurs. Néanmoins, c'est à toi. On est dans dans un contexte où Covid, post-Covid, guerre, etc. Tu peux complètement augmenter tes prix aussi. Tu peux complètement augmenter tes prix. Les gens l'entendent. C'est le moment d'augmenter ses prix. Il y a une inflation générale qui fait que ce sera globalement bien accueilli. Alors, on reste sur une marketplace, si tu veux, où on va avoir une audience en face et quand même demandeuse d'un prix bas. Néanmoins, nous, on remarque qu'il y avait ce pattern, si tu veux, de prix bas, le prix, il y a 10-15 ans. Mais de plus en plus, il y a de la place pour des marques, si tu veux, qui vont vendre un peu plus cher. J'en suis le bon exemple. Si tu veux, on va vendre des bretelles, des ceintures 35 € quand nos concurrents asiatiques vont les vendre 15 ou 16 €. Et on les vend aussi bien, voire mieux que les autres. Tu vois, on le voit dans le ranking. Tu regarderas, c'est best-seller ranking, donc catégorie bretelles, ceintures. On est dans les 10 premiers à chaque fois sur certains listings de bretelles donnés. Donc voilà, ça c'est pour dire qu'il y a vraiment une audience, une part de l'audience qui est friande d'un prix haut, mais qui va demander en contrepartie, si tu veux, une qualité de branding. Nos produits sont garantis à vie. On va avoir les produits les mieux notés. Tu vois, donc il y a quand même, si tu veux, en face, une partie, si tu veux, des consommateurs Amazon qui vont être réceptifs à un prix plus haut. Voilà. Et sur d'autres amis, je vais me faire leur avocat et te répéter ce qu'ils ont pu me dire il y a quelques années pour justifier le fait qu'ils n'allaient pas sur Amazon. Il y en a notamment un qui m'avait cité le fait qu'il avait peur qu'Amazon se mette à copier tout son business, comprendre un peu comment ils vendent ses produits et peur de voir Amazon presque lancer ce produit sous sa marque, quoi. Ça, c'est un risque. C'est beaucoup arrivé en 2022, 2023. Amazon, qui a toute la stat, si tu veux, les chiffres d'affaires par vendeur, qui sait quels sont les volumes de recherche sur des mots-clés donnés. Donc, ils savent quand il y a une faille et qu'il y a peut-être un produit à lancer. Et ils sont très bons. Et puis, ils arrivaient avec des prix très agressifs. Donc, il y avait la marque la plus connue, je crois, c'était Amazon Basic. Et donc, voilà, on les a vus avec des prix très agressifs, souvent bien notés et du coup déclassant des vendeurs tiers. Dans la literie, je les vois souvent. Donc, ça a été un peu compliqué. Ils le font de moins en moins. Ils ont revu un peu la copie, ils sont plus sur un modèle. Si tu veux, vendeur tiers, je pense qu'ils s'y retrouvent plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, on le voit de moins en moins, ce truc de copiage de marque. D'accord. Ok. Tu sais, je repense aussi, tu avais fait une intervention très remarquée sur une formation qu'on a donnée en e-commerce. Et pour avoir rediscuté ensuite avec des vendeurs, ils m'avaient dit, Hubert, il m'a ouvert les yeux sur le potentiel qu'Amazon pour s'internationaliser. Est-ce que dessus, tu as un peu des chiffres? Est-ce que c'est facile? C'est quoi un peu la strat pour vite tester son produit sur d'autres marchés pour toi? C'est ça, là. Si tu veux, la magie d'Amazon, si tu veux, c'est leur outil logistique. En 2-3 clics, tu peux expédier un stock au Japon, en Inde, etc. Donc, c'est assez magique. Nous, on va être très fort sur tout ce qui est marketplace, Amérique du Nord, Europe, etc. Aujourd'hui, pour donner quelques chiffres
et si tu veux, le potentiel si tu veux, de l'internationalisation. Pour 1 euro de chiffre d'affaires généré en France, tu vas faire en moyenne 2,50 € en Allemagne, 2,50 € également au UK. Tu vas être plus aux alentours des 50 centimes en Italie. Et pareil en Espagne, quand aux US, tu vas faire 10 €. Voilà. Donc, c'est pour te donner un petit peu, avec des chiffres très simples, si tu veux, le pouvoir et la force des autres marketplaces d'Amazon qui, comme je te dis, qui sont ultra accessibles de par la simplicité de l'outil logistique qui est à disposition. Ok, donc moi, aujourd'hui, je suis une marque que tu accompagnes avec WeLift. Assez rapidement, tu me proposes d'aller tester le marché US, je suppose, à chaque fois, sous combien de temps ? Très rapidement. On va être dans les 2-3 premiers mois, rapidement, un peu partout en Europe. C'est le plus simple, c'est un peu plus touchy au UK avec le Brexit, il faut envoyer du stock, c'est un peu plus compliqué. Mais tout ce qui est US, ça va arriver dans un second temps, en général, milieu de deuxième semestre de collab. Et non, super intéressant. Souvent, les vendeurs ont peur des US, ils croient que c'est ultra saturé, que c'est compliqué, que les prix sont bas, etc. Mais c'est extrêmement simple de vendre aux US. Je ne dis pas que tu vas vendre, mais je dis que c'est simple d'y vendre. Il n'y a pas trop de paperasse administrative, il n'y a pas de TVA. C'est à part l'envoi du stock et les documents légaux qu'il faut joindre à l'envoi d'un stock, ça se fait, je trouve, assez simplement. Il y a de la place pour des vendeurs européens. Ok, très bon à entendre. Qu'est-ce que tu penses de Temu ? Est-ce que ça fait peur un peu à Amazon ou pas ? En tout cas, moi, je les vois arriver sur les 5-6 dernières années en France. Ils prennent des parts de marché en termes de sites qui sont le plus fréquentés. Je pense qu'ils sont arrivés dans le top 3 assez récemment. Est-ce que vous voyez des marques migrer sur Temu ou non, ça reste quand même encore assez cheap et c'est que sur certains types de produits ? Ouais, écoute, on voit des marques qui sont et sur Temu et sur Amazon. Mais ce qui est intéressant avec Temu, ça rebat carrément les cartes, quoi. Ça rebat les cartes, si tu veux, d'Amazon, qui était le ponte, l'incontournable du e-commerce, et de voir cet acteur asiatique arriver avec des prix extrêmement agressifs et se faire rapidement une place, si tu veux, dans le paysage e-commerce France-et-monde. C'est super intéressant pour nous, puisque du coup, Amazon, depuis, on va revenir sur le sujet des frais, a revu ses frais à la baisse. Tu vois. Donc, il y a eu de la hausse suite hausse des prix du carburant. Néanmoins, les frais ont été beaucoup revus à la baisse, puisque Amazon veut rester compétitif et veut garder ses vendeurs sur la marketplace. Donc, c'est super intéressant pour nous. La concurrence a toujours du bon. Dans le même registre, est-ce que tu as, toi, des marques qui ont réussi sur Amazon sans faire de la publicité? Est-ce que c'est possible encore à notre époque, en 2026, de faire des ventes sans forcément aller faire de l'Amazon Ads? C'est très compliqué. Très compliqué. Le nerf de la guerre sur Amazon, c'est ton taux de conversion. C'est-à-dire sur 100 personnes qui passent sur ta page, combien achètent? D'accord? Est-ce que tu es aux alentours des 2-3%? Amazon te donne la stat? Oui, bien sûr. On a accès à toute cette data qu'on traite, qui est extrêmement précieuse. Donc voilà, sur 100 personnes qui passent sur la page, combien achètent? Est-ce que tu es aux alentours des 3-5%, ce qui est extrêmement mauvais sur Amazon comparativement à un site web? Ou est-ce que tu es plus aux alentours des 20-25%, ce qui commence à être très bien, ce qu'on peut avoir retrouver nous sur notre marque Pierrot et parmi certains des partenaires accompagnés. Donc voilà, si tu veux, pour aller chercher ce taux de conversion-là, au départ, tu vas être obligé de dépenser un peu en publicité. D'accord? Puisque sans ce taux de conversion, si tu veux, des bonnes stats de conversion, tu vas être page 10 sur Amazon et dès que tu es même page 2, tu ne vendras pas, quoi. Le but, c'est d'être sur la page 1, dans les premières lignes, et il n'y a que à ce moment-là que tu vas générer du cash et du coup, si tu veux, du CA organique et que ça va devenir intéressant pour la marque. Donc voilà, si tu veux, pour améliorer ce taux de conversion, il faut dépenser en pub. D'accord ? Et il n'y a qu'à ce moment-là, si tu veux, que tu pourras aller chercher du coup de la vente organique et de la renta pour ta marque. Il faut accepter au départ, si tu veux, d'être sur une rampe de lancement les 6, même 10 premiers mois où tu ne fais pas de marge, quoi. Tu réinvestis constamment en pub pour améliorer le taux de conversion et donc du coup aller chercher de l'organique, quoi. Et je crois savoir que sur Amazon, l'indicateur clé, c'est quoi? C'est le COS, QoS? La COS. La COS, ACOS, TACOS, métrique extrêmement importante. La COS va te donner, si tu veux, les performances d'une campagne pub donnée. C'est, si tu veux, c'est le budget pub alloué à une campagne, d'accord, divisé par le CA généré par cette pub. D'accord. Quand le TACOS va te donner, si tu veux, une
va être plus un indicateur de santé financière du coup d'une marque sur Amazon, puisque tu vas avoir le budget pub dépensé au global sur le CA généré au global, à la fois généré par la pub et par l'organique. D'accord, voilà. ok. Donc le but, c'est d'avoir des chiffres qui soient le plus près de zéro. Voilà. D'accord. Donc en phase de lancement, tu vas être en général à 35-40%. Ok. Faut pas avoir peur de ça, ça peut faire peur à certains. 35-40%. Puis plus tu vas avancer dans ton aventure Amazon et plus ce chiffre, et c'est ce sur quoi on travaille tous les jours, va diminuer. Ok. Et on voit qu'ils ont vraiment une approche très PNL, très proche, très financière, parce que aussi tu es quelque chose de très transactionnel, tu es une marketplace très transactionnelle. Nous, tu vois, sur Google ou sur Meta, on va plutôt parler de ROS, et finalement, on va faire l'inverse sur la division, et c'est pour ça qu'on va plutôt avoir, peut-être en phase de scaling, on va se permettre d'arriver simplement avec un ROS à 200% ou voilà, même un peu plus bas lorsqu'on veut être un peu plus agressif. Mais c'est intéressant ce chiffre, et ils vont plutôt du coup parler directement en marge. Voilà, combien ça te coûte sur ton CA. Très clair. Est-ce que, dis-moi, les Prime Day, c'est comme ça qu'on prononce ça. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est un piège un peu à annonceur ou c'est une super opportunité? Est-ce que c'est... Voilà, j'ai envie de savoir de l'extérieur. Est-ce que vous gagnez votre vie grâce à ça, ou est-ce que en fait, vous êtes obligé de vendre presque à perte? C'est quoi la réalité? Alors, on revient un petit peu à la question tout à l'heure. Si tu veux, faut accepter de temps en temps sur Amazon de vendre. Alors, l'idée, c'est pas de vendre à perte non plus, mais de sacrifier ta marge pour améliorer ce taux de conversion. Si tu veux, le Prime Day, je crois que le site il fait plus de 200% pendant le temps d'une ou deux journées. Donc, c'est conséquent en termes de visites. Donc, ça peut vraiment mettre un coup de phare, si tu veux, sur ta marque. Et il faut y aller. Il faut y aller à fond. Accepter de mettre un petit deal à moins 10%, à moins 15%. Et puis, ça va améliorer le taux de conversion. Donc, puis la notoriété de la marque. Et donc, demain, améliorer ton ranking organique. Donc, il faut y aller, bien sûr. Toi, d'ailleurs, en parlant de ces périodes-là, comment ça se passe en tant que responsable de WeLift avec ton staff? Est-ce que vacances, congés interdits au mois de novembre parce que c'est Black Friday, tout le monde derrière le bureau, t'organises ça comment, toi, à cette période-là? Tout le monde sur le pont, tout le monde sur le qui-vive. Évidemment, c'est un temps très fort d'Amazon. On ne peut pas se permettre de lever les pieds pendant ces quelques journées. Il faut être très attentif aux ads, au stock qui va être bien présent et envoyé en amont. Donc, non, bien sûr, c'est un temps très fort qu'on ne manque jamais. Ok. Et il continue à progresser. On voit que ce temps fort-là, il tend de plus en plus à s'étendre presque avec... il se passe des choses dès peut-être la rentrée en septembre, après le mois d'octobre, tu as des événements, Cyber Monday, Noël. Est-ce que tu vois que ça fait c'est toujours aussi fort en 2026 que ça l'a été, toi, quand tu t'es lancé en 2021, peut-être, ou 2020? Bien sûr, ça ne fait que croître. Encore, bien sûr, tout ce qui est Black Friday, tout ça, c'est des temps très très forts d'Amazon. Amazon communique beaucoup sur ces échéances. Et on est au rendez-vous à chaque fois. C'est un incontournable de notre vie d'agence et d'accompagnement en tant qu'agence. Est-ce qu'il y a des petits marchés que tu as détectés grâce à Amazon, des petites marketplaces? Tu vois, moi, par exemple, sur du logiciel pour un SaaS, j'étais vachement surpris. Alors, en question, c'est peut-être une niche, mais par exemple, en polonais, marché polonais, aussi, tu as moins de personnes. Quand tu fais les ads en polonais, directement, tu déblayes pas mal de personnes. Mais tu as des taux de transfo qui sont très bons. Et donc, finalement, on a un ROS très convenable en Pologne. Est-ce que toi, il y a des petits marchés que vous avez découverts, outre ceux que tu nous as partagés des US, où on semble que vous êtes nombreux certainement à penser à cette idée dans les US, mais est-ce qu'il y a d'autres marketplaces un peu plus niches que tu as découvert ces dernières années? Écoute, je trouve que l'Italie, qui est une marketplace qu'on ne présente plus, est quand même assez sous-cotée. C'est un très bon marché qui ressemble beaucoup au marché français et qui performe de plus en plus. Après, si on parle vraiment de même sur l'habillement, même sur l'habit, sur l'ensemble des marques qu'on accompagne, on voit que c'est une marketplace qui prend bien. Là où en Espagne, par exemple, c'est très très compliqué au niveau des ads, etc. C'est une marketplace qu'on la comprend avec un peu plus de pincettes. Mais voilà, si on veut parler vraiment de petites marketplaces un peu plus sous les radars, petits marchés, tu as tout ce qui est Belgique, Hollande, qui monte bien. Tu as Amazon.be, c'est ça que tu vas en train de dire? Bien sûr. Ok. Bien sûr.
Donc voilà, ce sont des marketplaces intéressants, des petites marketplaces, mais voilà, qui sont de plus en plus dans l'esprit des gens en Belgique et en Hollande et qui prennent de plus en plus. Il y a une espèce de si tu veux, de phase d'amorçage qui est propre à chaque fois que Amazon se lance sur un nouveau marché. Et puis voilà, si tu veux, plus tu es là en premier, mieux c'est, puisque tu vas être favorisé par le moteur de recherche et l'algorithme Amazon, en tant que premier arrivant. Oh, très bien. En tant qu'à la fois marque, en tant qu'agence, tu as quelle relation un peu avec Amazon, avec ses account managers peut-être comment tu te sens traité par eux? Écoute, nous, vu qu'on est agence officielle partenaire Amazon, on est accompagné du coup une fois par semaine par un contact qu'on a chez eux. Ça peut vite être très compliqué de vendre sur Amazon. Tu as souvent un support, il y a beaucoup de problèmes. C'est une marketplace qui est très spécifique, qui réserve son lot d'aléas. Et donc, tu es rapidement en phase de support où tu as un robot qui te répond ou un dude au fin fond de l'Inde qui comprend rien à ta question, qui te répond sans cesse à côté de la plaque. Moi, je te dis, je suis habitué de Meta. Et Meta, je les déteste. Et c'est ce que tu es en train de décrire. C'est ça le quotidien. C'est parfois assez compliqué à appréhender là, tous ces supports et ces cas ouverts. Nous, voilà, aujourd'hui, vu qu'on a fait nos preuves et qu'on est une agence qui est là depuis un moment, on est accompagné du coup une fois par semaine sur des blocages de comptes. On est expert sur Amazon, mais on est quand même sujet à des blocages parfois qu'on a du mal à débloquer. Et donc ça, c'est super intéressant. Donc on est bien accompagné. Je sais qu'après, au niveau des vendeurs en direct, Amazon propose un programme qui s'appelle le programme Essentiel. Donc ils vont t'appeler, ils sont sympas, ils t'appellent, ils te disent voilà Hubert, on a vu que ta marque performait bien. On a identifié quand même quelques lacunes et quelques marchés sur lesquels tu ne te trouves pas. Donc ils ont accès à toute la data. C'est des gens d'Amazon, c'est un commercial de chez Amazon. Donc forcément, ça donne envie puisque tu te dis c'est un dude qui est chez eux. Donc il a accès à toute cette information précieuse sur mes concurrents, etc. Et ça va m'aider si tu vas passer le next step. Donc ce programme est essentiel. Nous, on l'a fait du coup avec Pierrot puisqu'on voulait voir un petit peu, à force d'être pitché. Et ça, c'est payant? C'est payant, bien sûr. C'est entre 700 et 1500 euros par mois suivant le degré, le niveau d'accompagnement que tu souhaites. Et moi, je trouve que c'est un accompagnement. On voyait notre account manager deux fois par mois, je crois. Peut-être une fois par mois. C'est quelqu'un qui est sur Paris, tu sais pas, qui est en France ou... En général, à Paris, ils sont à Clichy, le QG là, d'Amazon, ils sont là-bas. Et donc voilà, ils vont t'accompagner sur de l'internationalisation, etc. Peut-être de la veille sur des nouveaux produits à lancer. Donc c'est intéressant. Néanmoins, moi, je trouve qu'au bout de 2 mois, on avait fait le tour de la question, quoi. Et ils te loquent 1 an ou tu peux partir 6 mois. 6 mois, d'accord. Tu as 6 mois d'engagement. Moi, je trouve qu'au bout de 2-3 mois, on a fait le tour de la question. Ça manquait d'insight après, au fur et à mesure que les calls avançaient. Et puis là où ça va se différencier d'une agence, eux ne sont pas du tout dans l'opérationnel. Donc, ils vont te mettre le doigt sur une piste potentielle, un truc à travailler, mais ils ne vont jamais te faire le job. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. Mais moi, je dirais, faut faire 6 mois, prendre tout ce que tu as à prendre et puis ensuite, peut-être décaler sur un modèle, accompagnement agence ou en solo si vous vous sentez assez solide, quoi. Et toi, tu as des gens, la plupart tes clients qui arrivent, ils sont passés par ce programme-là ou non, tu vas les chercher avant? C'est quoi le... Alors, on a souvent des clients qui sont des partenaires qui sont dans ce programme-là. Déjà, on se rejoint souvent sur le fait que au bout d'un moment, c'est quand même ça manque d'insight, d'idées nouvelles et de valeur ajoutée. Et quand tu leur expliques que toi, tu l'as fait au travers de ta marque, vite tu te mets sur un pied d'égalité avec le prospect. Et donc, du coup, on se comprend. Il te rejoint sur le fait que ça manque d'opérationnel, etc. Et puis, nous, ça nous fait des bons arguments pour onboarder du coup des marques qui tournent bien déjà sur Amazon et qu'on va accompagner et sur lesquels on va travailler sur tous ces leviers identifiés dans le programme essentiel. Même si c'est des leviers qu'on a identifiés, nous, en tant qu'agence. On n'a pas besoin du programme essentiel, mais voilà, c'est un programme qui peut sembler assez alléchant parce que tu as un mec d'Amazon qui t'appelle, qui t'ouvre le capot, qui a tout ça. Mais voilà, à prendre avec des pincettes quand même. Et Amazon, ils te voient comment en tant qu'agence? C'est quoi? Est-ce que tu marches un peu sur le plate-bande ou au contraire, ils sont très contents d'avoir un programme Amazon partenaire? D'ailleurs, je ne sais pas comment il faut faire pour être Amazon partenaire. Tu pourras peut-être nous dire. Ça prend un petit peu de temps. Moi,
montrer un peu patte blanche, entre guillemets, montrer que tu es bon, que tu accompagnes des marques qui sont sérieuses. Et puis, tu rentres en contact avec eux. Et puis, ils vont décider de t'accompagner ou pas. Non, on travaille vraiment la main dans la main avec Amazon. On n'est pas du tout concurrent, un peu, au travers de ce programme. Mais nous, on est vraiment... Ils sont contents de nous avoir. Je crois qu'il y a quand même un paquet d'agences en France. Et on travaille main dans la main pour accompagner... si tu veux, on contribue tous les jours à élever le niveau sur Amazon de par la qualité des fiches produits qu'on sort, la qualité des campagnes, etc. Donc non, ils nous voient vraiment comme un partenaire et un bras droit, quoi. J'ouvre une petite parenthèse. Si l'épisode jusqu'à présent t'intéresse, alors viens checker la description. On t'a glissé des ressources gratuites et une offre exceptionnelle. J'en dis pas plus. Intéressant. Et j'ai l'impression que tu n'es pas aussi pieds et mains liés que nous, on peut l'être sur Google. Parce que si tu veux être Google partenaire, tu as plein de conditions aussi à respecter. Et notamment, il faut toujours être au-dessus des 80% de recommandations dans les campagnes. Toi, j'ai l'impression qu'il te laisse un peu plus de liberté dans la façon que tu vas avoir pour accompagner ton client. Alors parce que nous, on est sur un accompagnement plus global que le tien. On va être sur des sujets un peu branding, pricing, qualité produit. Néanmoins, non, il y a quand même un casting à l'entrée sur les agences accompagnées qui est là. Et puis, ils n'accompagnent pas tout le monde, quoi. Donc, il faut vraiment être attentif, être sérieux, les marques accompagnées, puis les faire évoluer dans le temps. Sinon, on va perdre le backup. Surtout que j'ai constaté que tu avais quand même, ces dernières années, un peu plus d'agences qui commençaient à se créer. Il faut dire aussi que tu as des stats assez folles. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai entendu, j'étais surpris. Je crois que c'est 2021, où je vois les stats. Et on te dit que même en France, tu as une personne sur deux qui souhaite acheter quelque chose, qui va plus faire sa recherche dans Google, mais qui va aller directement sur Amazon. Et ils ont été forts, je pense, avec ça, avec le programme également Prime, qui ont bloqué des gens en se disant que tous mes achats, maintenant, je vais les faire sur Prime. Ça, de suite, un peu des chiffres. Est-ce que depuis 3-4 ans, ça tend à progresser ou à l'inverse, ça diminue ? Bien sûr, écoute, il semblerait qu'aujourd'hui, 53% des achats se fassent sur Amazon directement. On va être vraiment, si tu veux, au niveau de l'audience, du consommateur qui arrive sur Amazon dans une optique, si tu veux, d'achat instantané. Quand il va se balader sur Google, il va être plus dans une recherche, si tu veux, d'inspiration, recherche plus globale. Voilà. Quand il va sur Amazon, il sait qu'il veut acheter, il achète et en 2 minutes, c'est réglé. Alors, tu sais que Google nous vend ça, qui cherche à se transformer ou du moins à intégrer un bouton d'achat directement dans leur plateforme pour pouvoir permettre aux internautes de faire l'achat directement dans Google sans même le reconduire sur son site web. Ils travaillent dessus et je mettrai des images pour ceux qui veulent l'observer. Mais en gros, on a un projet d'une visite sur Google où la personne tape un nom de produit et peut le permettre de l'acheter directement via Google Pay. Et tout ça avec l'IA, mais je vois aussi que Amazon a intégré l'IA, notamment Rufus, quand je suis en tant que consommateur sur ma session Amazon. Est-ce que Rufus a un peu changé le comportement des utilisateurs ? Complètement. Les requêtes Rufus ont explosé là, sur les 2-3 dernières années. On est face à un consommateur qui arrive plus tellement avec une idée de produit spécifique, mais qui va dire à Amazon... écoute, je voudrais un casque pour écouter de la musique dans les 200 €. Qu'est-ce que tu me proposes, si tu veux ? Et si tu veux, Amazon devient plus un agent d'achat qu'un moteur de recherche et du coup va te suggérer un produit qui pourrait matcher avec peut-être qu'il a identifié peut-être auparavant même tes goûts en design, tes goûts en couleur. Donc il va te suggérer un produit spécifique donné qui pourrait matcher avec tes attentes du moment. Voilà. En tant que marque, tu le sais, lorsque tu as une session sur ta fiche produit, sur ta page, qui provient de Rufus ? Non, on ne sait pas. C'est la boîte noire. Ouais. Ça, par contre, il rejoint Google dessus, sur la data précise. OK. Si ça te va, j'aimerais te demander, c'est un peu une tradition de la maison, un petit exercice. Je vais te mettre sur une page produit. On va rester dans le textile. Sur Carat, est-ce que sur cette marque-là, tu peux me dire un peu ce que t'en penses? Bon, Carhartt, évidemment, une marque qu'on présente pas, très grosse Moi, j'aime notoriété. Bien,
Ouais, c'est sympa. Streetwear, workwear, tu vois, avec je crois que c'est une marque qui vient du Michigan, US. Donc non, marque très très forte, grosse présence retail, gros site internet également. Donc tu le sens dans les visuels, tu sens qu'il y a un gros backup visuel, image de marque, donc c'est propre. Tu vois, là, on va aller voir le bonnet par exemple. On voit 167 000 avis. Il est à 4 étoiles et demie. Ouais. Quand tu sais que tu as 1% des acheteurs qui laissent un avis, ça te laisse... T'imagines un petit peu le CA généré là, par le produit, c'est colossal. Et tu sais, alors, je te coupe, excuse-moi, mais sur Google Shopping, du moment que tu mets le même identification du produit, tu peux récupérer les avis, même si c'est pas toi qui as fait la vente. Sur Amazon, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment eux qui ont fait l'ensemble des ventes. C'est du 100% Amazon. Donc, c'est de l'avis certifié. Donc, ce sont des gens qui ont reçu le produit, qui l'ont acheté et qui ont ensuite laissé un avis. Moi, je vais te montrer une fiche produit qui m'avait interpellé. Et ça, c'est typique du coup des marques à forte notoriété. C'est ce pantalon navy blue, tu vois. Et là, on est sur on est sur des... Alors là, on va regarder un peu la vidéo. On est sur une qualité de visuel quand même assez pauvre. Tu vois, là, c'est pas ce qu'il fout là, c'est un pantalon pour femmes. Tu vois, donc là, ils te vendent un peu du lifestyle, une image de marque au global, mais la vidéo, elle est même pas liée au pantalon en question. Moi, tu vois, quand je te dis que c'est typique des marques à forte notoriété, ces marques-là, si tu veux, elles se reposent tellement sur leur notoriété qu'elles font plus le job après au cas par cas du produit, etc. Quoi. Donc, moi, c'est un listing qui, tu vois, que je trouve fade, que je trouve stérile, qui me donne pas envie d'embarquer. Alors peut-être parce que c'est des pantalons pour femmes, peut-être que ça s'explique aussi. Mais tu vois là, même les avis, il est noté 3.8, 409 avis, c'est pas bon. C'est pas bon. On peut aller voir, si tu veux, ce qui se dit là dans les avis, on va aller voir les avis. Ça, c'est lourd d'enseignement, ça. Ah, ça, c'est top. C'est top, on fait tout le temps ça. Je peux pas traduire là, mais vu que je parle anglais, ça va aller. Size bigger and they were still a size too small. J'ai l'impression que c'est souvent la taille, le sujet de la taille qui revient. Là, il y aurait peut-être un travail éducationnel, si tu veux, au niveau des fiches produits, au niveau des visuels, pour mieux renseigner sur la taille que tu vas recevoir, quoi. Voilà, qui n'est pas fait. Donc, c'est pour ça qu'ils prennent des mauvais avis, qui du coup impactent directement le CA généré par ce produit-là. Voilà. Donc, on est vraiment sur une fiche produit lazy où la marque vend parce qu'il y a un logo. Derrière, il y a une notoriété, mais il n'y a aucun job qui a été fait, même au niveau des bullet points. C'est très, très faible, très, très pauvre. Le titre est très, très pauvre. Il n'y a aucun job qui a été fait pour améliorer tout ça et en faire une fiche produit forte. Et chez les marques, c'est un poste qui existe, ça, d'avoir quelqu'un qui soit chargé de marketplace et tu vas avoir sa team, il va faire que du Amazon ou c'est plutôt des directions marketing? Enfin, tu vois quoi, toi, en général? C'est les marques de cette ampleur, en général, ils ont une team dédiée, si tu veux, qui va gérer directement Amazon ou alors ils vont passer par des agences comme nous pour leur gérer sur tout leur store Amazon. Le store est bien, le store est propre, c'est du taf d'agence ou alors d'experts qu'ils ont en interne. Mais après, voilà, si tu fouilles un petit peu et tu rentres au cas par cas là, sur certains produits, tu vois qu'il y a quelques lacunes encore à travailler, quoi. Ok, cool. Merci pour la masterclass. Et je vais laisser tes coordonnées aussi. Comme ça, si les gens de Carhartt nous voient, ils savent comment te contacter. Avec plaisir. J'avais aussi une question pour toi. Moi, j'ai ça chez des e-commerçants que je peux accompagner. Ils passent par des gestionnaires de flux, type Shopping Feed. Bien sûr. Est-ce que toi, tu as un avis dessus? Ça peut suffire pour vendre sur différentes marketplaces, y compris sur Amazon? Ouais, tout ce qui est Shopping Feed, Lengo, etc. Ce sont des intégrateurs de flux où tu vas diffuser en masse tes offres. Ça peut être bien dans un premier temps, si tu veux, pour diffuser 1000, 2000 produits, tout un catalogue sur Amazon. Après, ça n'enlèvera rien au fait que Amazon étant tellement spécifique et tellement complexe comme marketplace qu'il y a quand même un job à faire fiche produit par fiche produit pour aller... demain, travailler ton ranking SEO, la qualité des photos, etc. quoi. Donc, voilà, ça peut marcher sur d'autres marketplaces moins complexes. Néanmoins, sur Amazon, tu peux faire un premier job, une première partie du job grâce à un intégrateur de flux. Mais dans un second temps, il faudra quand même
passer quelques heures pour mettre tous les produits, caler tous les produits, etc. Et ça, c'est une question qu'on vous pose souvent, toi, quand tu as des rendez-vous commerciaux, des gens qui ont déjà ça, hein, c'est une question qui revient? Ouais, c'est propre aux très grosses boîtes qui ont une offre, un catalogue très large, où nous, effectivement, on peut travailler avec un Lengo, un Shopping Feed dans un premier temps, que je disais tout à l'heure. Et puis, dans un second temps, on va être rapidement sur du travail j'appelle ça du travail de fourmi. Il faut rentrer sur chaque fiche produit et puis faire un job spécifique à chaque produit. En tout cas, je te rassure, tu as vraiment la même réponse au mot près que celle de ton associé Tim, qui m'avait fait la même réponse. Vraiment au mot près. Ouais. On est sur la même longueur d'onde, c'est rassurant. Petite question, je te demande à nouveau de sortir cette fois-ci, tu as un peu ta boule magique. Et j'aimerais savoir comment tu vois Amazon d'ici 2030. Comment ça va évoluer? Ouais. Amazon d'ici 2030, écoute, de plus en plus d'IA qu'on ne présente plus. C'est vraiment un gros topic du moment. Donc, Amazon, de plus en plus, va devenir un agent d'achat. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vas entrer une requête spécifique. Tu vas dire, voilà, sors-moi les meilleurs écouteurs en dessous de 200 €, puis il va t'acheter directement, limite, le produit en fonction de tes goûts et si tu veux, du persona qu'il aura identifié te représentant. En fait, Rufus va presque prendre la place de la barre de recherche. Ce sera du Rufus, ce sera plus d'accord. Exactement. Amazon en 2030, c'est quoi? C'est une logistique encore plus affûtée, avec une robotisation encore plus présente dans les entrepôts logistiques. Peut-être demain, de la livraison, tu vois, le jour même, comme c'est déjà en train de se pratiquer dans certains pays. Avec, pas en France. Pas en France, non. Avec peut-être du drone. Je m'emballe peut-être un peu, mais je pense qu'on tend vraiment sur des modèles comme ça. Ok, tu sais, j'avais posé la même question à Lola, qui a une agence TikTok Shop, et il y a pas mal de choses qui se rejoignent dans votre vision respective de ces deux marketplaces. Comment tu vois WeLift en 2030? Écoute, j'adore cette question. Je suis un grand fan de la visualisation long terme et de tous les projets que j'entreprends d'ailleurs. WeLift et les autres. Pour moi, WeLift en 2030, c'est... là, on est à 40-45 marques accompagnées, peut-être 150-200 marques. Une grosse team d'un compte manager et tout le backup. Des experts, si tu veux, dans chaque domaine essentiel à la performance d'une marque sur Amazon. Donc, peut-être une équipe de 15-20 personnes et 150-200 marques accompagnées. Ça sera bien. Trop bien. Est-ce que tu peux me souhaiter à ce stade-là? Je te le souhaite et je voudrais rajouter quelque chose également. Tu sais que je connais un peu ce business d'agence et je suis très impressionné de par la fidélité de tes clients. Et d'autre part, par ton taux de closing sur tes rendez-vous commerciaux. Est-ce que tu as conscience que tu es largement au-dessus de la moyenne ou... Écoute, fidélité des clients, c'est super important puisque tu fais grossir ta boule, si tu veux, en gardant tes clients. Pas nécessairement en rentrant constamment et puis en perdant quelques-uns au passage. Tu en perds toujours quelques-uns, ça fait partie du jeu. Mais effectivement, on a 90% de nos partenaires qui renouvellent au terme des 6 premiers mois d'accompagnement. Puis à de nouveau 90% au terme des 6 mois suivants. Donc on est sur un taux de rétention quand même qui est assez phénoménal. Mais bon, ça, écoute, on l'a gagné. C'est du travail tous les jours. C'est une team qui est à la page, qui fait le job constamment. Et c'est pour ça qu'on garde nos partenaires. C'est qu'ils s'y retrouvent dans la collab et que c'est intéressant pour eux. Après, sur le taux de closing initial pré-contrat, effectivement, on est sur des taux, si on regarde ça d'une vision un peu plus commerciale, qui sont très intéressants. Mais ça, on le doit à plusieurs facteurs. C'est déjà une campagne d'acquisition qui est quand même bien ficelée. Avec, on va se positionner sur certains mots-clés qui vont nous permettre du coup de rejoindre une cible donnée qui va matcher du coup avec la presta qu'on peut nous fournir. Ensuite, ça va être quoi? Ça va être... si tu veux, une bonne qualification, moi j'appelle toujours le prospect pour le qualifier. Je le mets toujours bien il est toujours au courant qu'il y a quand même un frais fixe mensuel de 1 000 €. Donc voilà, pour bien qualifier, pas passer trop de temps ensuite dans le call prospection commerciale qui est quand même assez chronophage, qui va demander une grosse préparation, beaucoup d'énergie. Donc si tu tombes sur un
un porteur de projet pas trop sérieux, comme ça peut arriver, t'as vite perdu 2-3 heures de ta journée. Donc, t'as jamais accompagné quelqu'un qui voulait faire juste du KDP? Non, écoute, on s'est pas trop penché sur cette niche. C'est quelque chose que je garde en tête. Il y a des volumes intéressants, mais on n'y est pas encore. Non. Ok. Très bien. Et tu sais que moi, tu as aussi un élément que je pense que tu oublies qui fait ta force quand je vois par rapport aux autres agences. C'est qu'également, vous avez une marque, vous êtes sur Amazon et donc vous êtes skin the game, quoi. Vous connaissez le métier. Ça, je pense que ça fait différence aussi. Exactement, c'est un très bon point. C'est vrai que ça nous met vraiment sur un pied d'égalité avec les autres marques. On n'est pas seulement agence, prestataire de services, on est vraiment, avant ça, une marque. Pierrot, il y a mon visage un peu partout dans les vidéos, tout ça, donc ils arrivent à bien cerner la marque, ils voient la qualité du coup générée, qualité en termes de pages produits, etc., générée sur la marque Pierrot, et du coup c'est vrai que c'est un gage de confiance qui est très très fort et qui nous aide, nous, à embarquer, à avancer avec beaucoup d'autres marques. Ouais. En tout cas, nous, tu vois, le fait qu'on fait de la prestation de service, lorsqu'on vend de la formation au gross marketing, c'est souvent un élément différenciant qui nous est ramené. Le fait qu'on fasse ça au quotidien, alors qu'on est en compétition contre d'autres, peut-être organismes de formation, où tu as des formateurs qui ne sont pas sur le terrain au quotidien. Donc, je pense que c'est vraiment une vraie raison. Ouais. Très important. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose pour conclure un peu cette discussion? Écoute, non, pas plus. Peut-être un petit conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer. Franchement, il te remercierait sûrement d'entendre ça. Et mets-toi à sa place il y a 6 ans. Ouais, peut-être ça t'aurait certainement fait gagner du temps. Ouais. Écoute, il y a encore de la place. Néanmoins, voilà, va falloir être très fort au niveau sourcing, branding et pricing. Il faut se former. C'est comme tout, quoi. Faut apprendre. C'est une marketplace qui est fascinante, mais qui reste quand même, qui réserve son lot de complexité. Donc, il y a beaucoup. Et on se forme comment? On se forme sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos. Okay. Des mecs là qui font ça très bien. T'es un YouTuber que t'aimes bien, que tu veux? Moi, j'ai été très vite hooké par le contenu Oseille TV, que je trouve très pertinent. Je le trouve quand même assez fort dans sa façon d'expliquer. Après, voilà, il y a de la place. Ça va pas être facile. Les vendeurs aujourd'hui, les vendeurs qui performent sur Amazon sont tous affûtés. Il n'y a plus de place pour, comme il y a 10-15 ans, pour le flou artistique. Tu mettais un produit un peu dégueu avec des photos pas vraiment... pas bien faites, un marketing pas bien abouti, etc. Puis ça se vendait un peu tout seul, par centaines d'unités par jour, tu savais pas trop pourquoi. Aujourd'hui, ça c'est fini. Ce temps-là est révolu, malheureusement. Tout le monde, l'ensemble des vendeurs est affûté. Il faut être fort partout. Mais moi, c'est un outil que je trouve fascinant et qui peut vous permettre d'accéder à une certaine liberté financière intéressante et non négligeable, quoi. Non négligeable. Yes. C'est clair. Ouais. Merci Hubert. Avec plaisir. À bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.